Bienvenue à Level Up, ton podcast geek. Alors ici Antoine Rivard-Nolin, a.k.a. Détective Nolin. Je suis toujours avec... Joe Côté, a.k.a. Joe Coco. Comment tu vas, mon Joe, cette semaine? Ça va toujours bien, Antoine. Écoute, c'est dans ma vie très bien. Au niveau du geek, je suis un peu déçu. Des petites déceptions cette semaine. Ben oui, pour les grands fans de Game of Thrones, c'est des dures semaines quand même. Des dures semaines. 2 ans d'attente pour être aussi déçu. Exactement. Ouais, non, c'est assez particulier ce qui se passe. Toi, t'étais comme moi, là. On n'est pas du tout dans un sentiment agréable par rapport à ce qui se passe. Mais écoute, je regarde les épisodes, l'expérience est bonne, je me sens diverti, je passe une bonne heure et quart. Mais après, quand je me mets à repenser à l'épisode, je fais juste me rendre compte de toutes les erreurs au niveau du scénario. Oui, puis en passant, tout le monde, spoiler alert, là, l'ouverture sera très spoil. Alors, si jamais tu veux pas savoir ce qui se passe, plus 15 sur ton application mobile. Des petites secondes. Voilà, alors sur nous, ouais, non, vraiment, c'est tellement particulier ce qu'ils ont fait avec ça. Et as-tu vu, il y a une vidéo qui circule en ligne, c'est comme une compilation des acteurs qui parlent de la série qui s'en vient. Ils se font demander est-ce que c'est bon, est-ce que ça a de l'allure, et on dirait que maintenant que tu as vu les épisodes, tu comprends leur réaction weird dans leur face qui sont comme oui, c'est bon, mais vraiment, ils sont pas down. Mais c'est ça le problème, en fait, c'est que Game of Thrones, on était parti pour que ce soit une grande série de l'histoire du cinéma ou de la télé, alors que maintenant, c'est juste une bonne série de divertissement. Ben, je trouve en fait qu'ils ont édulcoré la base de ce qu'était Game of Thrones, c'est-à-dire passer 2 épisodes à traverser un pont parce que c'est compliqué, à avoir des longues discussions entre les personnages pour développer quelque chose. Là, la relation avec Brienne, qui a pris des saisons à se développer, il nous boucle ça d'une manière quétaine en 15 minutes. Puis là, Jamie décide de sacrer son camp. Puis d'aller rejoindre sa sœur. Ah non, ils ont tellement coupé les coins ronds pour finir des arcs de personnages. Tu sais. Je pense qu'il y a une difficulté de tout ça qui était que... Selon G.R. Martin, ça aurait pris 5 saisons de plus pour passer au travers de tout le contenu qu'il y avait à parcourir, mais soit dit en passant. D'ailleurs, j'ai lu, je pensais que c'était une décision d'HBO de faire des saisons plus courtes, mais non, c'est la décision des 2 créateurs de la série. Exactement. De réduire. Les producteurs. C'est vraiment eux autres qui ont de réduire le format, ce que je comprends pas au final. Puis ils n'ont pas accepté non plus de donner les droits à des gens qui allaient poursuivre cette série-là. Ils ont juste dit, OK, nous autres, on tire la plug puis on veut pas que personne travaille dessus. Et d'ailleurs, ils vont réaliser les prochaines chroniques de Star Wars. Ben oui, la prochaine trilogie. Mais moi, je me demande, je fais comme, OK, c'est-tu parce qu'ils étaient dans le Juice, ils ont fait, hey, nous autres, on a une trilogie Star Wars qui s'en vient, clenchons ça, là, cette année, on s'attaque à Star Wars. Non, mais moi, j'ai vu des pétitions contre ça. Pour vrai? Justement que le monde sont tellement déçus qu'il y a des pétitions qui sont parties. Voyons donc. Mais ceci étant dit, ils ont fait du très bon travail, je pense, jusqu'à la saison 6. Là, le rythme était bon. Exact, mais les niveaux réels, c'est pour saison 7 et 8. Ça a paru tout de suite. Ils ont changé de réel? Exact, pour la saison 7 Benioff et 8. Puis l'autre, c'était pas eux autres? J'ai vraiment l'impression... Ou les producteurs, un des 2 qui ont changé. Là. Mais ouais, ils ont changé pour la saison 7 et 8 et ça saute aux yeux. D'ailleurs, je veux dire, on fait un build-up des personnages, on construit des personnages et des situations durant 8 saisons, alors que la saison 8, ben, c'est exactement le contraire qui se passe. La base de Game of Thrones, c'est de... Oui, il y a des conflits politiques, puis il y a des jeux de pouvoir, mais tout ça, n'importe peu, parce que le vrai ennemi, c'est l'hiver qui s'en vient. Et le Night King. Ben oui, puis tout ça bouclé dans un petit coup de dague d'un côte. Là, exactement. Mais c'est ça qui est hyper décevant. Ben ça. Vraiment, puis Bran, on attend la confrontation, son espèce d'implication dans tout ça pour finalement qu'il s'envole avec les oiseaux pendant la bataille, puis on comprend rien de ce qu'il fait. Exact. Moi, j'ai lu des théories qui étaient 1000 fois plus intéressant que l'épisode. C'est de constater que le fanservice, toutes les théories bâties par les fans sont tellement plus intéressantes que les décisions qui ont été prises au final. Exact. Ça aurait été cool de voir Bran prendre possession d'un dragon avec son pouvoir. Ou que ce soit le Night King, comme j'ai vu dans les fans... Les fan theories. Les fan theories, exactement. Puis moi, il y a un côté que je me l'explique mal. Il y a les premières saisons, là, on avait des batailles qui étaient visuellement pas présentes.
on savait qu'il y avait un sac d'une ville qui était faite, mais probablement pour des questions de budget, on nous la montrait pas ou on la suggérait, mais on passait pas 45 minutes là-dessus. Là, écoute, on s'est tapé un massacre de paysans pendant 30 minutes. À un moment donné, j'étais assis et j'étais là, mais c'est bien insupportable. À un moment donné, j'ai compris là, tout le monde. C'est bon. Il va-tu falloir qu'ils nous montrent tous les personnages qui meurent, dont Aaron Rodgers d'ailleurs, qui, je sais pas si tu as vu, le QB de Green Bay. Non, j'ai pas remarqué. Tu regarderas, il y a un micro-caméo, il est impossible à trouver. Là, dans le sens qu'il tourne un coin puis il se fait exploser. Ah mais ouais, le QB des Packers. Ah, je vais aller voir, c'est bien cool. Mais c'est ça, je trouve que la saison 8 hyper décevante à tous les... Ben, écoute, c'est divertissant comme j'ai dit, mais... Mais c'est juste que l'essence Game of Thrones n'est plus là. Et plus là, exact. Tu regardes le Red Wedding, que tout le monde y passe... Puis là, après, on se bat contre, techniquement, la menace la plus intense de la série. Le Nord, l'hiver, les White Walkers, puis... Tous les personnages principaux survivent. Survivent, exactement. Jamie Briand sont accotés contre un mur pendant 25 minutes devant des zombies qui ont détruit 10 000 de traquis en l'espace de 45 secondes. Exact. Et là, eux autres, accotés contre un mur, ça survit. Tout le monde est beau. Même le Sam, le gros ballot, pas capable de se battre. Il est couché sur le dos puis il survit à tout. Exactement. Il n'y a rien qui fait du... Écoute, j'ai hâte de voir le 6e épisode, mais pour l'instant, je suis hyper déçu. Je comprends pas comment ils vont nous terminer ça, mais... On verra. Il en reste un pour sauver les meubles. Heureusement qu'on a eu Endgame. Endgame, yes. Wow, ça, quelle belle magie. Clôture Merci de l'arc. Marvel. Merci Marvel, la clôture de l'arc. On va l'appeler la clôture de l'arc Tony Stark parce que le MCU ne s'arrête pas avec Endgame. Là. Il y a Far From Home de Spider-Man qui va sortir. Ouais, même moi j'ai vu qu'il y a Spider-Man, l'acteur a signé pour 3 films. Ben, je pense le 2e s'en vient. Je pense qu'il va devenir assez central de l'univers. Puis là, il y a plein de rumeurs parce que le Disney a acheté Fox. Donc là, on se demande, est-ce que... Là, dans la bande-annonce, le personnage qui est le vilain, mais le vilain gentil, on ne sait pas trop ça va être quoi son rôle. Mephisto, je pense qu'il s'appelle. J'ai un blanc. Écoute, j'ai même pas vu la bande-annonce. C'est celui qui a une espèce... Il a l'air d'un... Dans le fait, dans l'univers des BD, c'est un magicien, c'est un gars de stunt. Fait qu'il crée des stunts. Fait qu'il a l'air d'avoir des pouvoirs, mais il n'y en a pas au final. Puis c'est un méchant, puis il crée des espèces de mise en scène. Sauf que là, il a l'air d'avoir des pouvoirs dans celui-là. Et aussi, ils ont comme introduit la possibilité avec ce qui est arrivé dans Endgame de multiverse. Donc, différents univers maintenant qui existent à cause de ce qu'ils ont brisé avec Endgame en défaisant le plaquage. Exact. Donc là, certains se demandent, est-ce qu'on va avoir les X-Men qui intègrent le MCU? On le souhaite, mais je pense que X-Men, c'est encore Sony qui ont les droits. C'est Fox? C'est Fox qui vient d'être acheté. Fox est acheté, ça a été officialisé cette année. Donc, mais oui, OK. D'ailleurs, il y a plein de projets de X-Men qui étaient dans les cartons qu'on ne sait pas vraiment ça va avoir lieu. Le film de Gambit avec... on attend Dark Phoenix, par contre. Dark, c'est sûr. Il y a un autre projet qui est tourné, qui devrait avoir lieu aussi, mais les projets qui ne sont pas tournés sont sur la glace maintenant. Fait que ça se peut vraiment... Ils vont rebooter d'ailleurs la série, là, donc on va avoir une 3e mouture probablement des acteurs actuels. Ouais, dommage, parce que le casting est quand même intéressant. J'aimais beaucoup la nouvelle mouture, ouais. Ouais, moi aussi, c'est ça. Mais on verra. Dommage. Écoute, Disney sont virés fous. Ils ont annoncé, je pense qu'ils ont annoncé 69 films d'ici 2028. Des live-action de vieux films de Disney. 4 avatars pour être la suite du premier, comme si on en avait besoin. Exact, c'est ça. Une nouvelle trilogie Star Wars. D'ailleurs, on va avoir à partir de 2022, on a une alternance constante entre Avatar, Star Wars, Avatar, Star Wars, Avatar, Star Wars. Ce qui est pas idiot, en fait. Non, mais... Au niveau marketing, là. Ça fait, là, tu sais... Ouais, mais écoute, je leur donne une chance. J'ai tellement été satisfait avec Endgame. Moi, je suis allé la première soirée au cinéma, il y a eu 6 claps durant le film. Ben oui, mais moi, en fait, ma soeur m'a écrit en me disant j'ai pleuré 3 fois, puis j'ai fait bon, c'est une momoune. Mais finalement, j'ai malheureusement pleuré quand le moment où Tony Stark. Faut pas dire malheureusement. Ben non, je sais, non, mais je me suis surpris moi-même à vraiment brailler quand, mettons, Peter Parker revient de son espèce de 5 ans dans le néant, puis là, il essaie d'expliquer de manière super excitée au milieu d'une grande bataille à Tony Stark ce qui vient d'arriver, et là, Tony Stark se fait juste le prendre de manière ultra paternelle dans ses bras. Écoute, là, je me suis mis à être ému, j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive?
C'est un film de super-héros. Ouais, c'est ça. Ah non, c'était... tu sais, puis des trucs de scénario qu'on peut se poser des questions, mais franche réussite, pour vrai. Franche réussite. Écoute, l'humour est tellement bon, les gags. Ah, mais aux Fat deux Thor, lignes. est-ce qu'on parle de Fat Thor? Ben oui, c'est tous les Fortnite qui personnages. engueule des petits culs. D'ailleurs, très bonne décision. Je sais pas si c'est officiellement ce qui va se passer, mais envoyer Thor dans l'univers des Guardians, pour moi, est une excellente décision. Ben clairement, total. On s'en va dans... Je veux dire, il a vraiment pris une tournure humour, amené par, d'ailleurs, exigé par Liam Hemsworth. C'est lui qui a fait, si je continue, il faut que ça devienne comique parce que, genre... C'est pas moi, ouais. Ben, le personnage était vraiment plus intense et sérieux au début, puis il a amené, lui, toute cette couleur-là humoristique. D'ailleurs, on a découvert en lui un bon acteur plus qu'un beau garçon. Là. Uh-huh. Mais moi, j'ai vu, il tournait un autre film, en fait, je pense que c'est un film d'avocat, puis il était obligé de revenir pour re-shooter, pour des reshoots sur Thor 2. Puis il dit... Je me suis jamais fait autant chier dans ma carrière de comédien que d'être obligé d'aller re-shooter. Parce que ces comédiens-là ont accepté dans leur contrat d'être dédiés à leur personnage. Donc, les films Marvel ont la priorité sur tout le reste de leur carrière. Ouais, c'est ça. Donc, il était obligé de se présenter au reshoot puis de refaire exactement toutes les scènes alors qu'il était en train de tourner autre chose. C'est ça. Donc, j'ai lu qu'il était hyper frustré de tout ça. Ben oui, mais Thor Ragnarok a été la tournure officielle, le passage officiel de genre un style plus humoristique. Puis d'ailleurs, selon moi, ça sert vraiment bien. Et ce que DC n'arrive pas encore tout à fait à faire, là, l'humour est tellement bon dans mais la d'un game. autre côté aussi, c'est que Marvel, on est tellement plus dans le familial que DC où on s'adresse pas mal plus aux adultes. Parce que quand on le fait pour les enfants, c'est des total fails. Ça marche pas pantoute. Restons dans l'univers dark. Tu sais, la trilogie des Batman, ça a quand même tout éclaté parce qu'on s'adresse aux adultes puis on est dans quelque chose de vraiment plus profond que des petits gags entre des super-héros qui se battent, contrairement à Marvel. Écoute, ceci étant dit, il n'y en a pas un mieux que l'autre, d'après moi. Non, chacun a ses forces, ses qualités, effectivement. Exact. Mais ouais, les gags sont écœurants. Moi, je pense que c'est Guardians of the Galaxy qui ont quand même mis ça sur la table, il y a un ton irrévérencieux, un humour qui était écœurant. Tellement marché qu'ils ont j'adore Chris Pratt. Ils en ont mis partout après. Ah, moi aussi, j'aime. Mais tu vois, si pour Guardian 3, si Thor est de l'équipe, moi, je suis all-in. Là. Je suis complètement down. Alors, Antoine, mais c'est bien beau, ça, les super-héros, mais savez-vous quoi? C'est pas de ça qu'on parle. Fin des spoils, c'est pas spoil. Alors, non, aujourd'hui, nous parlons de jeux de société. On a deux invités avec vous qui, pour la première fois, on a toujours fait des entrevues séparées, mais aujourd'hui, on vous les présente les deux ensemble. On a d'abord Christian Lemay, qui est fondateur de Scorpion Masqué, qui est une boîte d'édition de jeux de société qui ont, entre autres, des cryptos. Et plus récemment... Stay Cool, mais je vais laisser Christian vous en parler davantage. Et également, Normand D'Amour, d'abord connu comme étant un comédien de grande envergure qui a participé à beaucoup de théâtre, beaucoup de télé, beaucoup de cinéma, et qui depuis 7-8 ans, je pense en 2012, 7 ans, exactement, est copropriétaire du Randolph Pub Ludique qui a pignon sur rue à Montréal, sur la rue Saint-Denis, et maintenant sur Beaubien, et prochainement au Centropolis. Exactement. Normand va tout vous expliquer ça. Alors, bonne écoute tout le monde. On vous invite dans cette aventure du jeu de société sur table. C'est un départ pour Level Up! Alors, on est en compagnie de Christian Lemay et Normand D'Amour pour vous parler de jeux de société. Salut les gars, ça va bien? Salut messieurs. En fait, les gars, Normand, toi, a priori, tu es un comédien, mais qui a une grande passion connue pour le jeu de société. Avant d'être comédien, j'étais un joueur de jeux de société à côté. J'ai commencé, j'avais 9 ans, 10 ans, à lire mes premiers règlements de risque et puis de Monopoly, etc., parce que j'étais très à cheval sur les règlements. Alors, à chaque fois que j'arrivais dans un nouvel endroit pour jouer à un certain jeu, tout le monde sortait leur espèce de petit règlement maison et tout. Je fais non,
Non. Au Monopoly, il n'y a pas de 500$ au milieu. On en mettait pareil parce que c'était trop le fun d'avoir de 500$ quand tu passais sur parking, le stationnement. Mais là, si on parle, à l'époque, c'était le jeu de table, c'était plus Monopoly. Il n'y avait pas la quantité de jeux qu'on connaît aujourd'hui. On avait Monopoly, on avait Risk. Moi, j'avais acheté à l'époque Campaign, une espèce de vieille affaire. Ensuite, on est passé par un petit peu plus vieux Au Voleur. Ça a été vraiment un événement parce qu'on avait la machine qui faisait les pas du fameux voleur qui se promenait sur le plateau puis il fallait deviner où il allait, etc., etc. Et puis après ça, on est passé aussi par l'inévitable Hands Down, Kerplunk, Rebound, Battling Tops, tout ça que j'ai racheté dernièrement, il n'y a pas longtemps, dans une espèce de petite vintage de jeux de société. C'était assez agréable. Ça, d'ailleurs, à l'époque, c'était des jeux en noir et blanc. Oui. Dans le temps. T'as pas joué à des trucs comme Diplomatie, des gros classiques à la Valonil, ces choses-là? Diplomatie, ça a été plus tard. Ouais. C'est plus tard quand j'ai réussi à avoir de vrais amis qui voulaient jouer à Diplomatie. Parce pour les perdre. Pour les perdre. Oui, c'est ça, exact. C'est quelque chose. Enchanté, Christian, on t'a pas encore présenté. Salut. Toi, Christian, ça a été quoi ton baptême du jeu de société? Ben moi, aussi loin que je peux me rappeler, on jouait, même, Serpent Échelle et tout ça, là, on en avait 10 000 versions. Même mon père étant dentiste, on avait un jeu de Serpent Échelle que, là, c'est quand tu te brossais les dents, tu montais, puis quand tu mangeais des bonbons, tu descendais. Et puis, j'ai joué à tous les classiques qu'on nommera pas de Hasbro Brothers. Ado, j'ai fait le jeu de cartes à collectionner, Magic, j'ai fait le jeu de rôle, Donjons et Dragons, Star Wars, Vampire. Et puis, maintenant, je me suis rendu compte, je devais avoir à peu près 21 ans, que si je voulais jouer à des jeux avec du monde de mon âge, il faudrait... Magic ou Donjons et Dragons, ça se monte pas dans une soirée. Non, c'est ça. Puis le jeu de société, à l'époque, avait évolué, commençait à ressortir, puis on découvrait Catan, ces choses-là. Fait que j'ai découvert ce monde-là. J'ai pas lâché. Moi, j'allais m'emprunter des jeux à la bibliothèque municipale de Sherbrooke, là où je demeurais. Là-bas, il y a une bonne bibliothèque. Là. Je te dis, en 2005, tu pouvais trouver un Ticket to Ride puis un Mare Nostrum. Oh, quand même! Et là, moi, j'étais... oui. Et puis, j'allais emprunter ça juste pour lire les règles parce que j'étais un peu tout seul. J'étais au chômage, nouveau prof. Et puis, juste pour le fun de lire des règles, j'allais emprunter les jeux. Fait que, OK, juste pour le fun de lire les règles. Ouais, j'aime ça. Même, ce genre de lecture. Je suis probablement le seul éditeur de la planète aussi à aimer rédiger des règles. Mais bon. OK, davantage que de jouer. Non. Je vais te pogner au vol là-dessus en parlant de Dungeons and Dragons. Moi, ma première année à Sainte-Thérèse, quand j'ai commencé à étudier pour être comédien, il y a un de mes chums qui avait découvert Donjons et Dragons et on a joué à ça, mais à ne plus aller à nos cours, c'était épouvantable. Ma plus longue game a été 26 heures de temps non-stop à manger du Mike's, à jouer à Dungeons and Dragons. OK, livraison de Mike's, pizza, le basic, la game basic, c'était incroyable. Et je joue encore aujourd'hui. Là, on est rendu à autre chose. Là, on est la rendu 5e à Star édition Wars. maintenant. Oui, mais on joue pas à Dungeons, on joue à Star Wars ou à Cthulhu. Le dernier RPG chez Fantasy Flight Games? Parce qu'on est dedans, nous autres aussi, moi, ma gang. Là, c'est... Attends, on va... Il y a un de mes chums qui va embarquer sur Conan. OK. On va aller voir ce que ça a l'air. Conan le barbare, mais on est passé par toutes les étapes. C'est inspiré du film direct, Conan? Oui. Ah ouais, okay. Tout est inspiré de là. Mais sachez que Dungeons and Dragons a été l'instigateur des millions de jeux que vous pouvez jouer sur vos consoles. Oui, c'est ça, c'est comme la base. C'est la base du RPG, là, en fait. On s'entend que c'est Tolkien qui a donné le souffle à ça, mais Gygax a pris ça, puis il a fait « Hey, on fait un jeu avec ça », puis il a tombé pile dessus. Là. À l'époque, c'était vraiment vu comme « Hey, c'est un geek », mais maintenant, ils ont vraiment fait en sorte que c'est fédérateur, en plus, cette espèce de jeu-là. Tout le monde y joue. C'est incroyable. Ah ouais, total. Juste pour préciser à nos auditeurs, en fait, Normand est comédien et copropriétaire du Randolph, exact. Mais Christian, lui, est fondateur de Scorpion Masqué, édition de jeux québécois, juste pour situer les gens. On est plus dans le jeunesse, si je ne me trompe pas. En fait, on est d'abord dans le jeu de party. Donc, tu as envie de déconner, tu veux avoir 30 secondes de règles, 30 à 60 secondes de règles, pas trop compliqué. Puis à la fin, tu te fous de savoir qui a gagné. Parce que t'as eu du fun, t'as ri beaucoup. Donc ça, c'est pas mal ce qu'on fait. On a été connu pour un jeu qui s'appelait Je te gâche que, qui s'appelle encore Je te gâche que d'ailleurs. C'est le premier, ça d'ailleurs. Ouais, c'est le premier. C'était un gros succès. Miss Poutine, c'est vous autres aussi, ça? Miss Poutine, c'est nous autres. Ah ouais, j'ai vu Miss Poutine.
Des cryptos, Moi, j'ai essayé des cryptos. Moi, c'est vraiment le fun. Hein. C'est une espèce de dérivé un peu de ce que Codename nous force à faire, mais plus, je trouve qu'il est plus... il y a un peu plus de substance. Ouais, c'est plus mystérieux que Codename. Codenames, en fait. Puis, pour faire du pouce un peu aussi, parce que faut que je le mentionne, moi, au début, je voulais vraiment pas être un éditeur de jeux pour enfants. Tu sais, en 2005-2006, quand j'ai commencé, dans la tête des gens, le jeu de société, c'était quelque chose pour les enfants. Puis là, moi, évidemment, non, c'est pas vrai. Puis au final, 2 des jeux qu'on vend le plus, c'est quand même La Chasse aux monstres, un jeu de mémoire coopératif 3 ans et plus, et plus récemment le Zombie Kids Evolution, qui est le premier jeu d'inspiration Legacy, c'est-à-dire que c'est un jeu qui se transforme de partie en partie pour enfants. Mais moi, je me demandais en parcourant votre site, puis en pensant aussi à des éditeurs québécois, est-ce que c'est super niché faire du jeu de société aujourd'hui où il y a assez d'espace, assez de public qui en consomme pour que ça soit rentable, viable, ou ça prend un espèce de gros succès populaire à la Catan. À la Catan. Ouais, mais mettons Catan, pour moi, c'est encore niché. Je pense à des jeux, mettons des adaptations de jeux de télé qui vont permettre à un éditeur d'avoir une espèce de vache à lait, puis après ça, de produire des jeux qui sont plus complexes et moins adressés grand public, si on veut. C'est une bonne question, assez vaste. On pourrait commencer en répondant qu'au Québec, il y a 5 ou 6 éditeurs de jeux de société. Il y a Randolph, Scorpion Masqué, Gladius, Foxmine, MG Games, puis quelques autres qui sont, disons, 1 ou 2 jeux publiés, là. On n'a pas besoin, si je regarde notamment MG Games, tu n'as pas besoin d'avoir un gros hit pour en vivre. Tu peux faire plusieurs jeux qui se vendent correctement. Bien, En même temps, je n'ai pas ces chiffres de vente à Mounir, donc je peux pas... Mounir, c'est le patron de MG Games. Donc, il y a moyen. Puis longtemps, d'ailleurs, j'ai vécu en me dégageant un salaire pendant les 5-6 premières années, mais j'avais pas d'employé, je faisais tout. Et puis... Ouais, tu faisais la conception du board, le graphisme, je faisais, mettons, la direction de A à Z. artistique. J'engageais un illustrateur. Le site web, c'est pas moi qui l'ai codé, mais c'est quelqu'un que j'ai dirigé. Je veux des pages comme ci, comme ça. Mais c'est vrai quand même qu'on avait toujours Jtogashka qui s'est vendu quand même à ce jour à peu près 400 000 unités. Donc, oui, faut que tu aies quelque chose qui se vende de façon régulière. Tu peux pas juste te fier sur tes ventes de l'année pour éditer de façon tranquille, on va dire. Ce qui est un... Puis le Randolph un peu dans l'édition, le style jeu qui est aussi votre produit, le produit phare. On ne s'attendait pas à ça. Moi, je suis en train de jouer à Cards Against Humanity parce que c'est un dérivé, on s'entend, on ne se cachera pas. Ouais, exactement. Et Cards Against Humanity est un dérivé de Apple to Apple. En tout cas. Anyway, c'est une grande famille. Et puis, je suis en train de jouer justement à Cards Against Humanity au Randolph, au premier Randolph au quartier latin. Puis, Joël passe à côté de moi. Je dis... Puis j'avais des amis qui jouaient, puis c'était en anglais, puis il y avait un peu de difficulté. Je dis, quoi, on le fait pas en français? On devrait faire ça en français. Il m'a regardé, il a fait, ouais. Fait que là, on a fait un appel à tous, on a demandé aux clients de donner des idées et tout et tout. C'est la famille du Randolph qui a créé le style jeu, puis ça marche. On a vendu 170 000, je crois. Ouais, t'avais ce succès-là? Ou... On avait pensé mais tout le temps. J'étais en train de vider le camion qu'on avait reçu de la Chine pour monter les palettes à côté ici. J'ai fait OK, là, c'est vrai. Ça se passe. C'est ce qui a aidé à construire le deuxième Randolph sur Rosemont, dans Rosemont, au coin des Écarts-Bourg. Ce phénomène-là nous a aidé à avoir des fonds pour construire le deuxième Randolph. Avec les expansions aussi, les expansions, les relais, François Pérusse, les appendices, tout ça. Tout ça, c'est créé par la gang du Randolph et surtout Marie-Ève Lupien, la blonde de Joël aussi, qui travaille énormément fort sur l'édition. Et je reviens sur ce que tu as dit. Vous ne trouvez pas des fois que les jeux, on retrouve exactement les mêmes mécaniques avec des différents thèmes? Qu'il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent au fond, mais qu'on explore un autre thème. Alors qu'au fond, c'est presque la même chose. J'ai joué dernièrement, je me souviens plus du titre, mais c'est exactement la même chose que Sushi Bar. Ah ouais. C'est avec des super-héros avec des plus, des super-héros avec des moins, mais c'est la même mécanique, c'est les mêmes règlements. C'est un jeu qui est revenu chez Gigamic, ça. Hein? Ouais, c'est ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais Pow quelque chose? Ouais, Pow, c'est pas Pow quelque chose. C'est Pow. Tout cool. Pow. Mais c'est exactement les mêmes règlements que Sushi Bar, puis bon. Ça dépend de ce que tu veux voir sur ta table, des poissons ou des super-héros. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui est créé du vide, ou en tout cas pas souvent, ce qui fait que forcément, un créateur de jeu ou un auteur de jeu, tu vas t'inspirer de ce à quoi tu as joué, puis tu vas l'amener
un peu plus loin, comme moi je viens du monde de l'écriture, ben je veux dire généralement un poète ou un romancier va avoir un certain bagage, puis va prendre ce bagage-là, va essayer de le transformer, de l'amener un peu plus loin, de poser sa pierre, mais t'es rarement la première pierre en fait. Donc, à part de t'appeler Alex Randolph ou Reiner Knizia, qui eux autres ont réinventé la façon de jouer à des jeux de société. C'est-à-dire? Ben, Alex Randolph, c'est le premier qui a dit aux grandes maisons d'édition, Parker Brothers, Hasbro, tout ça, non, ce jeu-là, c'est le mien. Je veux mon nom d'éditeur dessus. Je suis un auteur et puis je suis pas juste votre employé. Je suis pas une machine ou un algorithme qui pond des jeux. Je suis une personne, un créateur. Vous allez me payer. Est-ce qu'il était payé à pourcentage, ça? Je ne sais pas. Je pourrais pas te dire, mais le premier a enlevé les dés dans un jeu aussi pour que ça devienne vraiment plus stratégique, organique aussi, que tu prennes tes propres décisions par rapport au jeu. C'est un grand pionnier de ce genre de façon de jouer. Tous les jeux allemands sont dérivés de Alex Randolph. Il a mis c'est un créateur, c'est ça, qui a mis en place plusieurs mécaniques originales, efficaces, qui n'ont pas pris beaucoup de rides aujourd'hui, même si ça date des années 60, 70. Vraiment, là, ça a été fondateur, puis ça l'a marqué, puis ça l'a aussi orienté même la création de jeux qu'on retrouve encore aujourd'hui. Puis j'imagine qu'il est l'inspiration du restaurant. Du pub. Du pub, c'est ça. Mais d'ailleurs, cette idée-là du pub, c'est né de quoi à la base? Écoute, moi, je me demandais en fait si c'était une rencontre ailleurs dans le monde ou au Québec d'un établissement semblable ou si c'était un flash en gang de faire ça existe. Écoute, il y a déjà eu des bars de jeux un peu partout dans le monde et à Montréal aussi. Moi, je me souviens du Passego. Vous êtes probablement trop jeune pour ça sur Saint-Laurent, mais les jeux étaient dans le coin. Il manquait la moitié des pièces, tu te servais, puis tu jouais, puis etc. Mais moi, je rêvais depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, ça, c'est il y a 7 ans. Il y a 7 ans, je rêvais depuis une vingtaine d'années de partir un genre de place où les gens viennent jouer, parce que les blondes ne sont pas toujours d'accord à ce que les boys se ramassent dans le sous-sol. Mais maintenant que beaucoup de filles qui jouent, c'est plus vraiment le cas. De trouver une place où les gens viennent, qui s'assoient, qui ont du fun ensemble, mais qui se font expliquer les jeux parce qu'on sait combien la majorité n'aime pas lire des règlements. Moi, j'adore ça. C'est sur ma table de chevet, j'en ai une dizaine. Puis des fois, je relis certaines choses que je sais que je vais jouer dans. Puis je me suis dit, ce serait le fun qu'il y ait des professionnels qui sachent la majorité des jeux qui sont en place, puis ils expliquent aux gens pour qu'ils passent une belle soirée rapidement. Fait que je suis au Valet de Cœur, qui était ma place de prédilection jadis. Maintenant, ce l'est moins parce que j'ai Randolph. Mais Valet de Cœur a été évidemment l'endroit où tous ces gars-là, qui sont les créateurs du Randolph, ont travaillé, ou se sont rencontrés, ou ont acheté. Joël et Justin. Et Benoît aussi, probablement à l'époque. Alors, je suis au Valet de Cœur, et puis je suis en train de parler avec Justin, un de nos anciens associés, puis je disais, hey, moi, j'aimerais ça, m'emmener, me partir un peu. Puis il dit, hey, c'est bien drôle que tu me parles de ça. Je suis avec 2 autres gars, Joël Gagnon, Benoît Gascon, on est en train de faire une étude de marché, on cherche une place à Saint-Denis. Puis j'ai dit, ça vous tente d'avoir une 4e roue à votre chariot? J'ai dit, moi, je vais vous mettre ça à map. Si je suis connu comme Barabas, j'ai fait plein d'émissions de radio déjà en parlant de jeux de société. J'ai toutes les tribunes de toutes les émissions de télé aussi. J'ai dit, je vais parler de vous, là. Ah, ouais, c'est donc bien intéressant. Fait qu'on s'est rencontrés, ils sont venus chez nous, ils ont vu mes jeux dans mon sous-sol, et c'est de voir la face de Joël, qui, lui, est le... connaît ça, Joël. Connaît ça, Joël, puis il fait, hein, t'as ça? Hein? T'as ça, j'ai le Shogun première édition, j'ai Space Hulk première édition, je suis vieux, qu'est-ce que je te dis? T'as pas de mérite, c'est juste vieux. Je suis vieux, un passionné, tu sais, fait qu'ils ont dit oui tout de suite, et c'est parti de là. Okay. Et évidemment, les 2 premiers mois où on n'avait pas notre permis d'alcool là, au Randolph, ça ne fonctionnait pas du tout. Les gens avaient beau être là, puis mais... boire de l'eau, du 7-Up, ça marche. Mais aussitôt que le permis de boisson est rentré et que la bouffe est rentrée, là, ça a été un succès phénoménal. Et pendant ce temps-là, j'avais eu le temps d'en parler. On a fait évidemment une conférence de presse au Randolph. Puis là, ça a fait boule de neige. Là. C'est une traînée de poudre. Les deux ne se mélangent pas, mais quand même, ça a parti assez fort. J'aime l'image. Ouais, c'est ça. L'image est parfaite. C'est pas pour le Randolph. Génial. Puis, est-ce que l'expansion avec le nouveau pub sur qui n'est plus si nouveau, sur Beaubien, vous êtes rendu Centropolis, c'est ça? Il y en a un troisième? Là, tu vois, on a 2 pubs à Montréal qui appartiennent au Randolph. On a La Boutique au coin de Castelnau et de Relais. J'habite juste à côté.
c'est incroyable parce que cette boutique-là, en plus d'en vendre les jeux, on les loue. Ça, Oui, c'est oui, la première fois que ça se fait. c'est que vraiment les cool, jeux, parce que ça peut des fois être quand même assez dispendieux acheter un jeu. Alors, si tu peux pas te le permettre, tu l'essayes au Randolph, puis après ça, tu peux aller le louer à la boutique. Et ce qu'il y a au Centropolis, à Laval, c'est une franchise. OK. Fait qu'on vend des franchises aussi maintenant. Fait qu'il y a une franchise à Laval. Il y en a une bientôt à Repentigny et dans une couple d'années probablement à Longueuil aussi. Fait qu'on tout le monde est en train de prendre de la belle expansion et bientôt le monde. Ben, félicitations, sérieux. Non, mais c'est vraiment un beau projet. C'est un grand succès et tout le monde a son mérite. On a déjà gagné 2 prix. Ça, je me souviens plus des prix, mais... Je pourrais pas t'aider, là. Non, je le sais. Attends, je vais le retrouver. Puis on est très fiers de ça. Puis on espère juste que ça continue. Mais je pense qu'il y a toujours des gens qui vont avoir 18 ans qui vont vouloir fêter leur fête au Randolph. Ma fille, elle attend juste ça. Non, mais ce qui est cool aussi, c'est que le Randolph, moi, j'étais là avant. Puis j'ai vu l'ouverture, puis j'ai dit waouh, c'est une place cool. Je me suis dit, j'étais là au lancement dont tu parles, la conférence de presse. Oui. J'ai dit si ça marche pas, il n'y a rien qui va marcher. Vraiment, là, c'était bien fait et tout. Et ce qu'ils ont aidé à faire, c'est rendre cool le jeu de société. Puis tu vas au Randolph, puis tu as des garçons et des filles jolis, branchés, qui s'amusent à des jeux de société. Des gens qu'on voyait cool. Avant, c'était pas cool d'être un geek, mais là, exactement. Voilà, ils ont aidé à faire ça. Fait que ça, je pense que ça aide beaucoup, en fait, le milieu du jeu de société. Donc, ce que je trouve bien, moi, du Randolph, c'est qu'on en a pour tous les types de joueurs. Autant tu peux jouer... Puis nos animateurs sont formés pour, évidemment, essayer de ressentir ce que les gens autour de la table veulent. Ouais, si on a le goût de venir prendre un snack en jouant à Uno, ils ont le droit, puis ils vont se sentir bien. Ils ont le droit, puis ils vont se sentir bien. Mais s'ils ont le goût d'upgrader, parfait. Tu sais, moi, une des plus belles choses que j'ai vues, je rentre au premier Randolph au quartier latin, puis il y a 4 madames. Ben, des madames. Moi, je suis un monsieur. Puis, il y avait une 50aine d'années, il avait mon âge, puis il était autour de la table, puis il jouait quand même à 4 ans, puis j'étais là, waouh, c'est donc bien le fun. On a dit, oui, nous autres, on se fait ça, puis tu sais, on se fait ça assez souvent à la maison chez nous, mais là, on a une place, mais de le faire, puis on n'a pas de vaisselle à faire. Fait que là, c'est extraordinaire. J'ai trouvé ça vraiment chouette. De voir qu'on peut donner un endroit aux gens qui veulent connaître, qui veulent... augmenter leur niveau de jeu de société parce que j'ai des amis en ce moment qui n'avaient jamais joué à rien ou qui ne voulaient pas jouer à rien parce qu'ils disaient « Moi, j'aime pas les jeux. » Je dis « Non, tu connais pas ton jeu. » C'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste que maintenant, si tu connais pas les jeux qui se font en ce moment, tu peux pas savoir toute la richesse qu'il y a en arrière des jeux de société. Tu peux personnifier n'importe quoi. Moi, c'est ce que j'aime des jeux, c'est que tu personnifies un voyageur intergalactique, tu peux personnifier une fourmi, tu peux personnifier un camion. C'est malade ce que les jeux de société peuvent apporter à la société, justement. Et c'est de voir tous ces jeunes-là, de 18 à 35, qui est quand même notre public cible, puis il n'a pas un calice que son téléphone autour de la table. Ils sont tous ensemble. Ils jouent ensemble. Puis il n'y a personne qui a son téléphone. Ils rient. Ils font du bruit, puis souvent, quand je suis là, puis j'entends du bruit, je m'approche de la table, je fais là, on n'est pas ici pour avoir du plaisir. S'il vous plaît. Oui, ben en fait, moi, c'est ce que j'ai constaté avec le temps en découvrant ça. Je suis pas un grand joueur de jeux de société dans ma vie, mais c'est de constater qu'en fait, il y a une expérience qui existe pour tout le monde. Tu as ton style de jeu qui va te convenir, puis qui va te créer un sentiment. Versus d'autres qui vont te laisser indifférent parce que soit trop complexe ou la mécanique t'intéresse pas. Mais moi, je me souviens, ma première rencontre avec un jeu comme Avalon, qui est comme une espèce de jeu de manipulation de tes collègues à table. Identité secrète, là? Oui, en fait, la première résistance, c'est un bébé de résistance. Exactement. On a intégré des personnages à la chose qui donnent des actions secrètes aux autres. Mais moi, j'ai capoté ben rêve. Voyons donc, c'est donc bien malade. On se manipule entre nous. On s'envoie le chier. C'est 1 heure d'interaction où, après ça, tu te rends compte... C'est un upgrade du fameux jeu de cartes, la Mafia. Oui, voilà. C'est exactement ça. Le jeu de la Mafia, c'est un jeu de cartes. Puis là, celui qui a les pics, ben c'est des malins. Mais eux autres, ils ont fait pourquoi pas faire. On peut l'amener plus loin. C'est vrai. On construit là-dessus. Puis, bon, il y avait eu Loup-Garou, évidemment. Puis, il y a eu Secret Hitler récemment aussi, qui est pas mal aussi. Excellent, d'ailleurs. Mais tu vois, Secret Hitler a amené plus de données qui font que je suis plus mêlé autour de la table. On dirait que Avalon Résistance me donne la liberté d'essayer d'analyser le jeu de mes autres. C'est une question de goût. Moi, je préfère
légèrement Secret Hitler, mais en même temps, un peu pour continuer ce que tu disais tout à l'heure, quand j'essaie de présenter la richesse des jeux modernes, j'ai dit, dans ma ludothèque, moi, chez nous, là, dans la bibliothèque, il y a des jeux dont la partie dure littéralement 30 secondes, ça s'appelle Lightspeed, puis j'ai des jeux qu'une game dure 8 heures, voire des jeux de rôle que ça dure des années. Donc, ça se peut pas qu'il n'y ait pas une expérience pour toi, là, tu sais, je veux dire, à moins que tu n'aimes pas t'amuser. C'est ça, exact. Et là, si t'aimes pas t'amuser, c'est parce que t'as perdu l'enfant en toi et là, t'as besoin d'un problème. Ouais, exact. Qu'est-ce qui t'a amené comme créateur à la base, toi, en fait? T'as commencé, t'étais rédacteur, comme tu me disais tout à l'heure? Non, moi, j'étais professeur de littérature, toi, d'un cégep, puis tout, là. Puis ça, c'est terminé, tu fais plus ça pantoute? T'es à temps plein éditeur? Donc, un moment donné, je me suis dit, c'était une rentrée scolaire, puis là, je me suis dit, tiens, genre de remise en question. Ça faisait 3 ans que j'enseignais. Il me semble que j'aimerais ça gagner ma vie dans le milieu du jeu de société parce que je trippe comme ça se peut pas. T'sais, moi, j'allais m'emprunter des règles de jeu, puis juste pour les lire, ou je les téléchargeais d'Internet juste pour les lire. Est-ce que c'est un feeling qui vient avec un grand vertige ou on se dit ça va marcher? Ah non, moi, je suis un grand pessimiste, mais qui se dit que c'est pas une raison pour pas faire les choses. OK, ouais, je comprends. C'est bon quand même. C'est excellent, c'est un bon carburant. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, même que ça a marché. Bien des affaires d'autres choses. J'ai eu d'autres passions comme l'Ultimate Frisbee, puis là, on voulait organiser un tournoi à Sherbrooke, puis là, je me disais, ça marchera jamais, mais on l'a fait quand même, puis bon. Et donc, toujours est-il que je passe en revue tout ce que je peux faire dans le milieu du jeu de société. Est-ce que je vais être un auteur? Est-ce que je vais ouvrir un bar à jeux, un café à jeux? Est-ce que je vais avoir un site web, un magazine? Est-ce que une boutique? Bon, etc., etc. Et ben moi, je viens du milieu de la littérature. Je connais bien comment ça fonctionne l'édition d'un livre. J'avais même déjà auto-publié un recueil de poèmes. Alors, je me suis dit, éditeur, c'est la job qui a le plus de chances de faire en sorte que j'arrive à atteindre cet objectif qui est de vivre d'un métier dans le monde du jeu de société. Puis en plus, ça s'avère que je sais comment ça marche, à peu près. Puis c'est le fun aussi parce que c'est pas un métier qui va être très compromettant. Je ne suis pas obligé de signer un bail dans un local au centre-ville de Montréal sur une durée de 5 ans avec des termes de... Je ne sais pas combien ça vous coûte là, mais par mois, mais je peux faire ça chez nous, dans le sous-sol, avec un ordinateur, puis si jamais ça ne marche pas, je tire la plug, c'est fini, merci, bonsoir. Ouais. Fait que le risque est assez limité. Je faisais ça au rythme que je voulais, pas besoin de travailler 80 heures par semaine pour les heures d'ouverture. Je travaille à mon rythme quand je veux. Et là, ben, c'était en 2006, tout ça. J'ai publié donc le mercredi 13 décembre 2006, je vais toujours m'en souvenir, j'ai fait ma première livraison de jeux au Valet de Cœur, qui était mon distributeur à l'époque. Donc, on a livré 500 Je te gâche que, le jeu dont on parlait tout à l'heure. Le lendemain, le Valet me rappelle pour me dire on en veut 500 autres. Et le 3 janvier, il me rappelle pour me dire ouais, ben, sur les 2000 que tu as produits, apporte-nous tout le reste. Et là, ça a décollé. Fait que pendant cette année-là, j'ai continué à enseigner. Puis là, à un moment donné, le Scorpion masqué est devenu trop gros pour que je puisse faire être prof à temps plein puis éditeur. Et assez gros aussi, j'avais fait des petits calculs pour probablement pouvoir me faire vivre. Fait que depuis juin 2008, ça fait 11 ans bientôt, je n'enseigne plus. Je suis éditeur à temps plein. Aujourd'hui, ben, j'ai 4 employés qui ont tous beaucoup de travail, puis on vend des jeux dans une quarantaine de pays. Bravo. Ah, Ouais. Est-ce qu'il y a des traductions qui ont été faites de la plupart des jeux ou... Et là, attends une minute. Je peux peut-être te donner un scoop si tu me dis la date à laquelle ça va être diffusé, cette affaire-là? Normalement, c'est demain. C'est demain. Et on est le 16 mai. Hey, parce que le 17 mai, on va lancer la 23e langue de Décrypto. Ça va être en Klingon. Il va y avoir une édition Klingon. Il va y avoir un deck en Klingon. Aïe, aïe. Et puis, ça va être disponible en print and play sur notre site. Puis, vous allez avoir une édition en Klingon. Ouais, ben là, c'est pour déconner un peu. Mais oui, on a un deck écrit en Klingon avec l'alphabet Klingon et tout. Wow. Mais bon, sinon, sérieusement, il y a 22 langues, des vraies langues là, de Décrypto distribuées dans une quarantaine de pays. Ça a été en 2018 une des sorties importantes là, sur le marché mondial du jeu de société. Fait qu'on est super fiers de ça. Vraiment. Il y a vraiment de quoi, ouais, c'est ça. Donc, je suis parti de ce petit rêve de vivre du jeu de société, de la conviction que ça ne marcherait pas, mais qu'au moins ça ne me coûterait pas trop cher parce que je faisais juste un petit tirage de 2000 exemplaires d'un jeu de cartes. Puis là, ben, on a des bureaux, là, comme une vraie compagnie. Vous allez pouvoir le vendre au Comic-Con? Comment? Vous allez pouvoir le vendre au Comic-Con? On va pouvoir le vendre au Comic-Con aussi. Oui, c'est sûr. Donc, moi, je me demandais, Normand, étant un acteur qui, comme... Contrairement à mettons, un fonctionnaire qui nécessairement, pas nécessairement, mais vit peut-être pas de sa passion au quotidien, là, dans le sens que t'es comédien,
tu pratiques un métier qui est pas hors du commun, mais dans le sens... C'est relié à une passion. Oui, en fait, il est relié plus à une passion que... Ça s'appelle jouer. Oui, exactement. Mais ça s'appelle jouer. Ah ouais, tellement. Moi, je suis tombé dedans. Je suis un ludique d'un bout à l'autre. OK, fait que ça Moi, lie si les je me lève deux. pas le matin puis je ne réussis pas à faire mes 3 mots croisés de la presse puis un sudoku, le plus difficile, je vais passer une journée croche. Faut que je le fasse. Faut que je me parte avec des jeux. Et de la façon que je pense quand j'attends un ascenseur, il y a toujours un jeu qui part, je suis toujours en train de penser jeu. Tu fais un souper chez nous, c'est sûr que je ramasse les assiettes avant même que tu aies fini de manger, puis on s'installe, puis on joue à quelque chose. Là. Que ça soit 2D. Tu pars avec 2D, tu joues à Jawa ou tu joues à l'ambition. Avec 2D, tu peux faire beaucoup de minage. Je ne fais que ça dans ma vie. J'ai jamais dit à mes enfants que j'allais travailler, moi. Je m'en vais jouer. Fait que c'est ça que j'ai en moi, c'est ça que je suis. Fait que je joue dans mon métier et dans ma passion, c'est les jeux aussi. Là, dernièrement, j'ai reçu U-Boat, que ça faisait 1 an et demi que j'attendais sur Kickstarter. Je capote ma vie. Ça faisait 1 an et demi que j'attendais. Quand j'ai reçu la boîte, là, je la tenais comme si c'était Indiana Jones quand il pogne le crâne au début. Ah ouais, c'est ça. Et là, j'ai ouvert la boîte, je me suis mis la face dedans, j'ai été resté là un moins de 2-3 minutes à sentir tous les encres possibles. Ma blonde a dit « Qu'est-ce que tu fais? » J'ai dit « Laisse-moi tranquille. » T'es tellement deuxième en ce moment. Tu n'existes plus. C'est ça. Fait que dans le fond, il n'y a pas de différence dans une certaine mesure entre le métier d'acteur. Ben oui, il y a une différence, là, on s'entend. Je suis plus énervé quand je suis devant un nouveau jeu de société que quand je suis sur la scène. C'est ce que je me demandais, moi, en fait. J'ai plus de trac sur la scène. Moi, j'ai vraiment fait une différence quand mes enfants sont nés et que j'ai assisté à l'accouchement. Là, il y a une vie en jeu. Là, c'est grave. Là, il se passe quelque chose de fou. Là, j'ai appris 2 mois un rôle que je travaille depuis avec d'autres personnes professionnelles. Je m'en vais présenter un spectacle. Je m'en vais raconter une histoire à des gens. Ceux qui sont assis dans la salle puis n'ont pas le goût d'écouter, ils n'ont pas le goût de jouer avec moi. Je peux rien y faire. Fait que j'ai pas à m'énerver de ça. Là, fait que je suis vraiment dans mon salon. Beaucoup de jeunes comédiens ou de comédiens avec qui je joue dans les spectacles viennent se calmer dans ma loge parce que des fois même je dors avant une première. OK. C'est de la confiance, ça. Ça, c'est ce que je te disais tantôt. C'est de la Mais en même temps, confiance. c'est cette détente-là qui, je pense, fait le succès d'un acteur aussi, dans une certaine mesure. Je peux croire ça facilement, oui. Génial. Puis, qu'est-ce qui vous, d'après vous, là, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, le jeu continue cette constante expansion, même si là, tout devient numérique, les jeux de vidéo prennent de l'expansion toujours de plus en plus, on s'en vient tout dans le virtuel. Pourquoi le jeu de société survit encore? Qu'est-ce qui fait que c'est en constante expansion, c'est aussi fort encore? Ça, c'est la question qu'on pose toujours. Pour moi, il y a beaucoup d'explications. Tu sais, c'est pas un facteur, mais on a parlé tout à l'heure que le fait qu'aujourd'hui, le jeu de société, c'est plus cool. C'est plus seulement geek, mais c'est cool. Il y a ce que tu as dit, le fait que tout est digital ou numérique, donc c'est le fun de se retrouver entre 4 yeux puis avoir des pions, quelque chose que tu manipules, du bois. La majorité des gens sont seuls devant les machines. T'as beau jouer en ligne, quoi que ce soit, mais t'es seul. Exact. Mais quand t'es en relation avec d'autres gens autour d'une table, t'apprends à regarder, t'apprends à écouter, t'apprends à connaître les autres, t'apprends à te faire ta propre opinion de ce qui se passe dans une société. Puis c'est ça qu'on ne fait plus. C'est pour ça que les gens, la plupart des morons peuvent écrire là-dessus, puis il se passe quelque chose avec les internets, comme on dit, qui est malsain. Tandis que quand tu reviens à quelque chose de vrai, de palpable autour d'une table, les gens qui sont avec toi, c'est... Il y a peut-être d'autres facteurs aussi. Je me suis posé la question parce que on travaille, la plupart des éditeurs sont humbles dans leurs moyens parce que, écoute, c'est pas compliqué. Tu publies un jeu de société, chaque exemplaire vendu, tu fais 3-4 piastres de profit. Puis si tu en vends 3 000, tu es content. Faites le calcul, c'est 12 000 piastres de profit. Tu fais pas un gros salaire. Donc, bien longtemps, les éditeurs de jeux de société ont eu des moyens assez limités pour faire connaître leurs produits, contrairement aux vendeurs de bière et de chars. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec Board Game Geek ou en français longtemps avec Trick Track aussi, on a enfin eu des moyens de faire parler nos jeux, de les faire connaître et de les diffuser à un coût à peu près nul. Et ça n'existait pas avant, cette façon de communiquer. Et là, tout à coup, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires dans le milieu d'édition de jeux de société ont pu
faire connaître leurs produits. Et ça, je pense que aussi, ça a beaucoup participé, en fait, ces plateformes-là, pour diffuser les jeux. Puis est-ce que les petits éditeurs continuent à réussissent à bien survivre à travers le temps versus des grosses boîtes comme Hasbro qui vont, je sais qu'ils ont pris possession de Donjons Dragons, Magic, sont allés chercher des produits. Est-ce qu'ils tentent d'aller vous chercher ou vous arrivez à naviguer malgré les gros joueurs? Ben, c'est pas la même ligue, hein, tu sais. Non, on n'est pas dans la même zone. Ben non, là, je veux dire, chiffre d'affaires, je comparais les chiffres d'affaires, j'ai aucune idée Hasbro, là, mais je pense que... Mais eux autres cherchent pas à vous manger ou ils vous laissent vivre? Ils vont essayer d'aller chercher des parts de marché, c'est sûr. Puis sinon, il y a quand même des compagnies qui essaient d'en acquérir d'autres. Asmodée notamment, qui est une grosse compagnie française qui a acquis plusieurs distributeurs, quelques éditeurs, mais surtout des distributeurs. OK. Mais c'est des marchés qui ne sont pas parallèles, mais un peu quand même. Là, le marché du jeu indépendant, puis le marché du jeu très grande surface qui se trouve chez Walmart, comme Hasbro peut faire, en fait. Là. Mm-hmm. C'est un peu comme comparer du petit jeu indépendant indie vidéo. Ouais. Mais je ne vais pas chez Walmart à ces endroits-là, mais est-ce qu'ils vendent des cryptos à ces endroits-là ou pas? Ou c'est les... Non. Non, mais c'est ça. Fait que ça dépend. Il faut vraiment éduquer. Moi, ce que j'aimerais arriver à, c'est d'éduquer les gens aux nouveaux jeux. De dire, hey, tu peux aller te chercher beaucoup de plaisir avec ce jeu-là, autre que le Monopoly. Il y a vraiment autre chose à faire. Il y a vraiment un degré, un niveau d'intelligence dans les jeux maintenant qui ne peut faire que te faire évoluer. Puis moi, c'est ce que j'aime dans le jeu de société. C'est une science qui a évolué, c'est une mécanique. Vraiment, le mot évolution est bien choisi. C'est un peu comme si on faisait une course, puis qu'il y en a un qui arrivait en char, moi j'arrivais en F1, puis c'est comme... Écoute, dude, là, je veux dire, les jeux qui sont développés aujourd'hui profitent d'une expérience de 100 ans en développement de game design, puis en playtest, puis aujourd'hui, les sorties explosent, les créateurs communiquent beaucoup entre eux, puis on sait une idée relance l'autre, puis l'un relance l'autre toujours. Fait que vraiment, on est 100 fois plus efficace pour faire des jeux, puis faire des jeux qui sont efficaces eux-mêmes, à provoquer des émotions avec des règles plus simples, des durées plus courtes, ou des émotions plus précises, une meilleure segmentation. Donc, vraiment, ce que dit Normand, c'est ça qui est important, c'est d'arriver à changer l'image du jeu de société. Et ça, je pense qu'on l'a vu justement à peu près dans les 12 dernières années au Québec. Moi, quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, justement, c'est juste si je lui cachais pas que j'étais passionné de jeux de société. Oui. Moi, je comprends. Puis aujourd'hui, il n'y a pas une meilleure place pour amener une date que dans un bar à jeux. Exact, c'est tellement ça. Moi, la plupart des blondes que j'ai eues avant celles que j'ai maintenant étaient comme « Ah, ben là, tu vois tes chums? » Non, fini, bye-bye. Maintenant, c'est une fille qui, elle a fait, ben là, parfait, joue. Moi, je vais aller voir mes amis de filles, puis je vais être, c'était... encore mieux, elle fait à joue. Si au départ, elle n'était pas trop sûre avec les jeux de société, puis maintenant, as-tu vu, j'étais pas capable d'y montrer un jeu plus que de 2 pages de règlement. Mais là, j'ai montré dernièrement Viticulture. Et elle a gagné la partie. J'étais ému, j'étais fier d'elle parce que j'ai dit, chérie, t'as gagné à Viticulture. T'sais, on est toute une gang de boss. Viticulture, c'est pas un jeu si simple. C'est un jeu de placement d'ouvriers. C'est quand même un placement d'ouvriers. Placement d'ouvriers, oui. Elle était super fière d'elle. J'ai dit, voilà pourquoi je joue à des jeux de société. Ah, c'est malade. Tu te sens tellement brillant quand tu gagnes. Oui, vraiment. Mais autant quand tu gagnes pas, mais que tu sais que c'est toi qui as fait l'erreur. Pas nécessairement parce que, bon, ça dépend des jeux, évidemment. Mais il y a beaucoup de jeux que... Si tu fais pas le bon move au bon moment, c'est toi. Exactement. C'est toi qui as fait l'erreur. En même temps, là, je dirais que toi, tu as l'air de préférer comme un style de jeu plus stratégie où la victoire dépend de ta qualité de joueur ou de jeu. Mais il y en a d'autres, puis ça, je le comprends parfaitement, qui sont à la recherche d'une expérience où ce ne sera pas nécessairement de leur faute, mais pour eux, il va y avoir des petits jeux de dés. Où le hasard intervient. Vraiment, c'est à 85% de Catan, j'ai des jeux le de gang, premier. j'ai des jeux de boys, j'ai des jeux de c'est fou, de couple, des... Mais il va y avoir l'expérience pour C'est chacun. ça. Si tu as envie d'un moment de détente, puis il va y avoir quelque chose qui dure 15 minutes. Un de mes amis, Daniel Parent, acteur, il vient chez nous avec sa blonde l'autre fois, puis il dit « Oh non, après souper, on voulait jouer à un jeu. » Il dit « Oh, moi les jeux. » Sa blonde a dit « Non, il n'aime pas bien ça. » Je dis « Ah, t'as pas trouvé ton jeu, man. Je vais t'en sortir un. » J'ai sorti Codenames. Ben oui. Ah oui, exact.
Il est reparti avec. Si je prends ça, je dis, regarde, je te le laisse. Je peux aller m'en chercher d'autres. C'est ça qui est merveilleux. Il est reparti avec, il a acheté l'extension, il l'a montré à tout le monde, il capote sur ce jeu-là. Mais il n'avait pas trouvé son jeu. Là. Il a trouvé ce genre de jeu-là, les jeux de mots. Il a adoré Codenames. Mais Codenames, c'est vraiment magnifique. Presque aussi des cryptos. Presque. Mais même moi, j'ai joué au Randolph, justement, la dernière fois que je suis allé un peu sur le party. Build It, je pense. Le jeu avec la grue dans le front. Oui. C'est ça, Build It. Hein? Chaque joueur a une espèce de grue avec un crochet au bout. Il faut que tu fasses dans le front, là. Tu vas chercher des constructions. Tu n'as pas le droit d'utiliser tes mains. Fait que là, il faut que tu fasses des constructions avec ton coéquipier. C'est écœurant, c'est drôle, ça. Tu pisses de rire. Ouais, c'est ça, exactement. Puis après, on joue à 7. Ouais. C'est ça qui est malade. Le 7, c'est une toute autre affaire. On est 2-3 heures comme il faut, puis ça exact. va être réfléchi, mon J'aimerais savoir, moi, Christian, dernière sortie récente que vous avez fait, c'est quoi le dernier jeu que vous avez édité? Nos 2 dernières sorties, il y a un truc tiré de la bande dessinée L'Agent Jean, parce que je lisais ça à répétition avec mon fils. Vraiment, il capotait. Puis moi-même, je trouvais que l'imaginaire était le fun. Fait qu'on a décidé de faire un jeu dans cet univers-là. Ça a été une super belle coopération avec les gens de Presse Aventure. Et on a sorti Stay Cool récemment, qui est un jeu multitâche dans lequel il faut répondre à plusieurs types de questions. Oui, parle-moi de... C'est vraiment très drôle. C'est cool. Faut répondre à une question. Drôle. 2 personnes te posent des questions en même temps. Donc, par exemple, Normand, ici à ma gauche, me pose des questions auxquelles je dois répondre oralement. Je sais pas moi, le double de 18. Et toi, de l'autre côté, à ma droite, tu me poses des questions auxquelles je vais répondre en écrivant les réponses grâce à des dés sur lesquels il y a des lettres. C'est jamais plus que 4 lettres. Fait que tu me demandes le dévoreur du petit chaperon rouge. Fait que là, il faut que j'écrive loup en retrouvant les lettres sur les pendant dés que tu réponds à la question que je t'ai posée aussi. Puis en même temps, il y a un sablier qui s'écoule de 30 secondes, mais j'ai le droit de le retourner jusqu'à 3 fois. Mais il ne faut pas que j'oublie de le retourner parce que si le sablier s'écoule complètement, mon tour se termine sans que j'aille droit aux autres tours de sablier. Ça, c'est le premier tour de jeu. En fait, ça, c'est le 2e tour de jeu. 3e tour de jeu, c'est la même affaire, mais tu vois pas le sablier. Fait que dans ta tête, tu évalues le temps qui est écoulé pour dire à quelqu'un de le retourner. Ben, si tu le retournes trop tôt, t'as moins de temps. T'as moins de temps parce que l'autre bord, il va avoir encore moins de sable. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est vraiment très cool. C'est une expérience intense. Ça s'appelle Stay Cool. Ça s'apprend en 1 minute. Là, c'est ça. On vient de faire le tour. En 1 minute. Ah, ben c'était cœur. Ben, avez-vous un petit mot à dire, messieurs, pour encourager nos auditeurs à se lancer dans ce monde si c'est des néophytes? Qu'est-ce que vous diriez? N'ayez pas peur de poser des questions puis d'aller consulter en fait des gens qui se connaissent, soit dans un bar, un pub ludique ou dans une boutique. Tu sais, vraiment... C'est ça, c'est ça qui va vous guider, en fait, puis qui va vous assurer que vous commencez par le bon jeu, par la bonne marche. Parce que le premier jeu de société, c'est rarement Twilight Imperium, un jeu qui dure 8 heures. Tu sais, tu commences plutôt par Loup-garou ou un truc comme ça, ou Codenames, puis tranquillement, tu construis là-dessus. C'est correct si tu vas pas plus loin. Moi, l'idée, c'est qu'on s'amuse, qu'on joue, puis c'est une meilleure façon de créer des souvenirs avec des gens qu'on aime, nos amis. Parce que c'est ça, quand on joue, on se crée des souvenirs ensemble. Et puis, les jeux, c'est la vie. C'est une forme de vie, mais sur table, que tu partages avec d'autres personnes. Et c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, dans notre monde très individualiste, il faut essayer d'être autour d'une table avec des gens pour partager. On est rendu là. Il faut le faire. Venez au Randolph. Mais écoutez-les, la gang. On vous invite, en fait, si ce n'est pas déjà fait, à aller visiter le Randolph. Allez vous faire une partie. Normand, tu dois y être de temps en temps. J'imagine qu'il y a moyen de te croiser. Oui, maintenant, presque tous les lundis soirs, je suis au Randolph Rosemont. Ouais. Ben alors, à jouer à U-Boat. Allez confronter Normand à un jeu de société et allez voir en fait, le site web de Scorpion Masqué. Allez voir Facebook, les différents produits. Vous êtes distribué où présentement, finalement? On a 150 points de vente au Québec seulement. Fait que... c'est quand même pas si mal. Sans Walmart. Sans Walmart. Quelques pays. Et bientôt la planète. Ouais. L'univers est peut-être plus, là. Et allez télécharger la nouvelle version Klingon de Décrypté. Ça, c'est du scoop de chez Scoop. Là. Parfait, mais on peut attendre à vendredi pour vous. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Ça fait un plaisir, messieurs. Merci beaucoup d'être venus nous voir. Un immense
chance. Merci à Normand D'Amour et Christian Lemay qui sont venus sauter au jeu de Level Up cet après-midi. Ça a été super intéressant. Tellement intéressant. Je n'ai pris 6 heures de plus, Antoine. Oui, vraiment. Ben, on vous invite à aller les voir. Normand, assurément, va être bien heureux de jouer avec vous si vous avez des questions à y poser. Comme il vous invitez tous les lundis soirs. Tous les lundis soirs. Beaubien. Vous êtes invités. Ben, le prenez pas pour acquis qui va être là. Ça se peut que. Faites pas une crise dans le resto. Gérez-vous. Écrivez pas à son agent parce qu'il n'est pas présent. Gérez-vous. Mais super cool, vraiment. Puis on vous invite également à aller sur le site internet de Scorpion Masqué. Aller voir l'ensemble de leurs produits. On en parlait beaucoup des jeux pour adultes, mais ils ont une super sélection jeunesse. Ouais. Vraiment, faites un tour sur leur site. On vous invite aussi à télécharger la nouvelle version de Decrypto Klingon. Mais découvrez le jeu également. J'ai joué. Si vous êtes fan de Codename, vous allez aimer Decrypto. C'est vraiment dans la même famille de jeux. Mais avec des petites nuances qui font que c'est agréable. Il y a plus d'interaction en fait entre les deux équipes. Il y a 2 équipes à Codename. Ah oui. Là, dans Decrypto, on a vraiment plus une interaction qui existe entre les deux. On peut intervenir davantage dans le jeu de l'autre. Allez découvrir vraiment. Si vous êtes fan de Codename, Decrypto va vous plaire. Et on se parle de quoi prochain épisode, Antoine? On va vous amener. Écoute, on a tellement parlé d'Endgame et de Marvel avant de commencer. On va se faire un épisode, je pense, DC versus Marvel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va essayer de vous avoir 2 intervenants qui vont s'ostiner à savoir lequel des 2 univers est le plus fort, disons. Le plus fort, oui, on va comparer les super-héros, fait que le meilleur gagne. Hein? Exactement. Que le meilleur gagne. Alors, c'est ce qu'on aura à vous proposer dans 2 semaines. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous invite à aller... liker nos pages. Oui, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, Level Up Balado. Alors, on est là, toujours actifs. On essaie de vous produire le plus de contenu possible. On vous invite également à découvrir nos nouveaux add-ons. On s'est fait une playlist Magic. C'est pour ceux qui veulent avoir du sujet un petit peu plus pointu. On est allé vous faire un contenu. Sur la nouvelle sortie, la nouvelle série. War of the Spark, ouais. Puis on va essayer de vous créer du contenu alternatif hors épisode supplémentaire, mais qui est plus niché, plus poussé sur des sujets précis qui vous intéressent. N'hésitez pas à vous manifester d'ailleurs si vous voulez qu'on parle de quelque chose dans les épisodes à venir. On est à l'écoute, on est là pour vous autres. Alors, c'était un plaisir. Merci, Joe, pour Antoine. cette belle heure de podcast. Eh bien, c'était Level Up, tout le monde. Bye.